ça a été un long processus en fait, et d'ailleurs c'est un processus qui n'est pas du tout terminé, et j'oserais dire que je doute chaque jour plus de comment il faut aborder ce compositeur finalement. La différence c'est que maintenant j'ai eu le courage de vraiment m'attaquer au problème, alors qu'avant j'observais le problème sans vraiment y prendre part, si vous voulez. Mais quand j'étais au conservatoire par exemple, je jouais très peu de Bach, très peu. Et les rares fois où j'ai joué du Bach, je me souviens en particulier du concerto italien, c'était pas satisfaisant du tout. Et j'étais moi-même très frustré parce que c'est une musique que depuis toujours j'ai aimé passionnément, réellement, mais je n'arrivais pas à la jouer correctement. D'ailleurs, je suis toujours pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui, mais il y avait un problème. Le problème avec Bach, il est multiple, parce que le problème, à la base, déjà, c'est le problème de l'instrument. Moi, je suis un pianiste, je joue sur le piano moderne, et cet instrument-là n'a pas grand-chose à voir avec les instruments que connaissait Bach. Ça, c'est un gros problème. Et l'autre problème, c'est que, indépendamment de ça, chaque œuvre de Bach a son propre style. Vous ne pouvez pas jouer les partitas comme vous jouez les suites françaises, ou comme vous jouez les concertos. Tout ça est très différent. Ce sont des univers différents, avec des grands-mères différentes, avec des styles différents. Vous devez trouver un son différent. L'utilisation de la pédale, par exemple. Moi, je ne suis pas pour dire que quand on joue Bach au piano, il ne faut pas mettre de pédale. Je pense au contraire que, comme le disait Hans von Bülow, la pédale est l'âme du piano. C'est la même chose avec le vibrato pour les instruments à cordes. J'ai jamais pensé que ou la pédale ou le vibrato, même dans la musique de Bach, était un problème de la mettre ou pas la mettre. Le problème, c'est comment la mettre, à quelle dose, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut obtenir, etc. Il est bien évident que vous n'utilisez pas la pédale dans Bach comme vous l'utilisez dans Brahms. Ça, c'est certain. Mais je crois que pour des questions acoustiques, il est nécessaire que le son soit supporté par la résonance que peut offrir la pédale, par exemple. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent paraître relativement techniques, comme ça, quand j'en parle, mais qui sont fondamentaux. Parce que, en gros, vous avez deux solutions quand vous jouez du Bach sur un piano moderne. Soit vous décidez d'imiter les instruments que Bach avait à sa disposition, en l'occurrence le clavecin. Donc vous utilisez le piano un peu comme on utiliserait un clavecin. Soit vous décidez que le piano a sa propre personnalité et que le piano peut se transformer et, sans vouloir imiter le clavecin, mais donner une couleur vocale, orchestrale à sa musique. Alors là, ça devient beaucoup plus intéressant à mon avis. Parce que même les œuvres pour clavecin, je pense en particulier aux partitas, etc., ont quelque chose de très orchestral. Alors là, pour jouer orchestral, quel instrument meilleur que le piano finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ma solution pour essayer de trouver un chemin vers Bach, ça a été justement d'éviter l'imitation avec les instruments de l'époque de Bach, mais au contraire, de me tourner vers les instruments qui, eux, n'ont pas changé. C'est-à-dire la voix, par exemple. Le son d'un orchestre, même si il peut y avoir évidemment des orchestres d'il y a 70 ans et les orchestres qui jouent avec cette connaissance de la musique baroque, mais j'ai essayé d'enjamber le problème un petit peu, vous voyez. Quand j'avais une dizaine d'années, j'écoutais en boucle la Passion selon saint Matthieu, qui est quand même une œuvre importante, longue, assez colossale, mais j'étais vraiment amoureux de cette œuvre. J'étais amoureux de Bach en général, mais ça, c'était... Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'estime que les passions de Bach, et en particulier saint Matthieu, ce sont des pierres absolument fondamentales dans l'histoire de la musique. Donc ça, été important, mais c'est pas pour autant, encore une fois, qu'après, en jouant Bach au piano, c'était convaincant ou c'était simplement possible. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais malgré tout, j'ai baigné là-dedans tout de suite. Ce qui m'attirait là-dedans, c'était la perfection de la facture, de la manière dont c'est composé. Si vous voulez, c'est une joie simplement de voir, même pas de l'entendre, de voir les lignes musicales comme ça, la manière dont tout ça est agencé. C'est absolument fascinant. Et en même temps, moi, très vite, j'ai senti que Bach était une musique d'une expressivité intense. Et aussi peut-être parce que j'ai abordé Bach par une œuvre comme la Passion selon saint Matthieu. C'est-à-dire que si vous commencez
par connaître Bach, avec une œuvre comme celle-là, vous sentez immédiatement à quel point c'est une musique tragique, dramatique, théâtrale parfois même, intense, expressive. Alors que si vous l'abordez, comme beaucoup de musiciens, en commençant par jouer des préludes et fugues au piano, avec un professeur qui vous dit de les jouer très mécaniques, parce que surtout Bach ne doit pas être expressif, alors là, vous n'avez plus la même vision de Bach. Moi, j'ai eu cette chance de commencer à connaître vraiment Bach par des œuvres chorales, vocales, etc. Alors du coup, ma vision de Bach n'était pas la même que peut-être certains pianistes qui commencent avec le côté un peu dactylographique de Bach, qui à mon avis est une erreur d'ailleurs, qui n'est pas fidèle à la musique de Bach. Ouais. Ça, moi je comprends, enfin je me suis aussi, en fait je comprenais pas que c'était le même compositeur que la Matthäus Passion et que le... Ouais, mais je comprenais pas parce que c'est tellement différent. Mais il faut arriver à faire le lien. Ouais. Alors, il y a eu des exceptions. Il y a eu des gens qui ont joué mécaniquement d'une manière géniale. Évidemment, tout de suite, on pense à Gould. Parce que Gould, il avait une espèce de diable de mécanique et je crois une intensité personnelle vraiment qu'il mettait dans cette musique-là qui était fascinante. Le problème, c'est que Gould, il y en a un et il y en aura qu'un, et tant mieux. Et c'est très bien comme ça. Les gens qui ont essayé d'imiter ça, à mon avis, se sont un peu peut-être trompés. Mais Gould a eu l'intuition, disons, qu'il fallait quand même utiliser l'instrument piano moderne d'une manière particulière pour servir cette musique-là. Qu'il fallait quelque part se débarrasser de certaines habitudes venant de la période romantique pour aborder Bach correctement. Et puis, une fois que vous aviez nettoyé tout, vous pouviez remettre de la chair, vous pouviez remettre de l'expression, vous pouviez remettre de l'intensité lyrique. Mais il a fait finalement ce travail qui était nécessaire de nettoyer de toutes les scories romantiques. Oui. Et on parle aussi souvent de cette mystique des nombres, je ne sais pas si on sait le bon mot, qui se cache dans l'œuvre de Bach, des messages secrets, qui se laissent déchiffrer en comptant les cadences, en voyant les notes. Est-ce que vous y croyez? Alors moi j'avais suivi des cours d'analyse là-dessus justement, sur en particulier le nombre d'or, qui est ce nombre que l'on retrouve dans tous les éléments de la nature finalement. Et c'est une histoire de proportion. Hein. Et alors, il y avait cette théorie selon laquelle les œuvres de Bach étaient construites là-dessus. Ce qui est clair, très sincèrement, je ne suis pas habilité à vous répondre précisément sur ce sujet. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un sens des proportions, de l'équilibre, et une vision presque mathématique quand même des œuvres qui est très surprenante dans la musique de Bach. Et justement ce côté qui au niveau conceptuel est très très affirmé, très net, n'empêche en rien la musique d'être très expressive et très humaine. C'est ça qui est surprenant chez Bach. C'est qu'il ait réussi à concilier une sorte de perfection arithmétique finalement avec un sentiment extrêmement puissant. Cette espèce de ferveur qu'il y a dans la musique de Bach, je ne veux pas enchaîner les poncifs sur Bach et Dieu, etc. Mais enfin, c'est vrai que quand on est en présence de la musique de Bach, on a quand même un rapport, une vision du monde, un rapport à une manière de transcendance, qu'elle soit religieuse ou pas, qui est très très fort, très présent. Voilà, et j'ai l'impression qu'à cette époque-là, si vous voulez, les mathématiques, c'était une manière quelque part de se rapprocher de Dieu. Ce qui est étrange, c'est que aujourd'hui, on pense que la science éloigne de la religion. On pense que les grands scientifiques, forcément parce qu'ils connaissent le détail de certaines choses, finalement, leur foi n'est pas forcément présente. À l'époque, j'ai l'impression que c'était le contraire. La perfection arithmétique était une manière de donner une idée de la perfection divine. Vous comprenez? C'était pas du tout incompatible, cette espèce de pensée très rationnelle au niveau des nombres, etc. Et cette foi très grande. Pas du tout irrationnelle. Et encore aujourd'hui, fort heureusement, enfin, si j'ose m'exprimer ainsi, il y a de grands scientifiques, des prix Nobel, qui étudient la théorie de l'évolution de Darwin ou la théorie de la relativité et qui sont croyants. Hein. Donc il y a une manière, je crois,
peut-être, de concilier la raison et la foi. Je crois que c'est tout à fait possible. Et à l'époque, manifestement, la question presque ne se posait pas. Manifestement. Non, c'est pas contradictoire. Est-ce que vous connaissez une anecdote de la vie de Bach qui n'a rien à voir particulièrement avec la musique que vous pourriez nous raconter? Une anecdote? Ouais. Quelque chose qui vous est resté, que vous avez lu sur lui Je ne vous cacherai pas que pour moi la vie de Bach est un peu un mystère. Pas parce qu'on la connaît relativement bien, hein. C'est pas comme Shakespeare par exemple, qui est un personnage bon, peut-être qu'on a du mal à saisir au niveau de sa biographie. Je sais pas, on connaît certaines choses. Ce qu'on sait, que tout le monde sait, c'est un homme qui a eu énormément d'enfants. Bon, un certain nombre n'a pas survécu, mais je crois que des enfants nés, il y en a eu plus d'une vingtaine quand même. Hein. Bon. Donc ça vous donne peut-être une idée déjà du personnage. Moi j'ai lu récemment des textes où on voyait que Bach se faisait payer en litres d'alcool aussi parfois. Il était très attentif à ce genre de choses. Non mais surtout, blague à part, on a des témoignages de Bach qui se plaignait parfois de la qualité des chanteurs qu'il avait ou des choristes par exemple. Et ça, je trouve que c'est intéressant toujours de lire à quel point les compositeurs à l'époque parfois devaient lutter pour avoir des musiciens et parfois même des instruments, oserais-je dire, qui soient à la hauteur des œuvres qu'ils avaient composées. Parfois il y avait un différentiel entre ce qu'ils attendaient des musiciens et des instruments eux-mêmes et ce qui était possible à cette époque-là. Et c'est peut-être pour ça que parfois une certaine, je dis bien une certaine quête de l'authenticité me paraît un petit peu étrange. Parce que l'authenticité, elle est d'abord dans l'esprit, elle n'est pas dans la lettre. Si vous cherchez l'authenticité dans la lettre, à ce moment-là, vous allez peut-être vous retrouver avec ce que Bach lui-même n'aimait pas beaucoup de sa propre époque. Et alors là, vous aurez peut-être la lettre, mais l'esprit, guère. L'esprit, il est caché à l'intérieur de la partition. L'esprit, il n'est pas dans les encyclopédies. Évidemment que la connaissance et la culture sont nécessaires, mais au bout d'un moment, c'est votre goût, c'est votre instinct qui va vous aider à comprendre ce que le compositeur là voulait faire et ce dont cette musique-là a besoin. Et vous savez, nous, on est pratiquement comme des cuisiniers qui vont goûter un plat et puis se demander s'il faut mettre plus ou moins d'épices. Moi, quand je joue à la Leitzhalle, ici à Hambourg, ou quand je joue dans une salle avec une acoustique bien différente et beaucoup plus sèche, je ne vais pas utiliser mon instrument de la même manière, je ne vais pas articuler de la même manière, je ne vais pas mettre la pédale de la même manière, je ne vais peut-être même pas jouer exactement au même tempo. Vous savez, il y a un danger en musique de croire que les choses sont figées et ont un caractère d'absolu. J'aimerais que ça soit vrai, parce que idéalement ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et plus j'avance dans mon métier, plus je me rends compte que ça n'est pas le cas. Y a-t-il d'autres compositeurs de l'époque baroque qui vous impressionnent tout autant que Bach ou qui sont peut-être très proches? Si oui, lesquels? Très proches, je ne sais pas. Bach avait cette particularité qu'il était à la fois une synthèse de beaucoup de styles, hein, le style italien, le style français, etc. Et en même temps, il est totalement unique. Il est vraiment reconnaissable, personnel, original. Moi, j'ai une passion pour Handel, pour les opéras en particulier de Handel. Je ne comparerai pas Bach et Handel, hein, mais disons que Handel, on pourrait dire, a ouvert la voie à un certain type d'opéra, j'allais dire belcantiste, où la voix prime peut-être même sur le mot, sur la situation, etc. Il y avait vraiment une préoccupation de mettre en valeur le chant, la voix, la beauté du son, on pourrait dire. Bach, quand vous voyez comment Bach écrit pour les chanteurs, pauvres chanteurs, c'est très difficile, on ne sait jamais où respirer, et rien n'est fait pour leur rendre la tâche facile ou les mettre particulièrement en valeur. C'est sûrement le côté peut-être un peu protestant de Bach qui s'exprime là. Il n'y a aucune vanité dans la virtuosité de Bach, alors que peut-être, je dis bien peut-être, dans l'opéra qui a commencé avec Handel et qui ensuite s'est prolongé,
il y avait quand même cette intention de faire briller, de quelque chose. On connaît les rapports de Handel avec certains grands chanteurs de l'époque, etc. Je me souviens, j'avais lu une interview d'un musicien qui disait à juste titre, ce n'est pas l'opéra que Bach n'aimait pas, c'était le milieu de l'opéra. Mais le milieu de l'opéra, c'était aussi toute une mentalité qui n'était pas, à proprement parler, en accord finalement avec le type de musique et de pensée de Bach. Bon. Mais, sans aucune critique de ma part d'ailleurs, je pense vraiment que les opéras de Handel contiennent une musique souvent d'une hauteur et d'une expressivité là aussi absolument invraisemblable. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui il y a un intérêt très très grand pour la musique baroque, si vous regardez. Hein. Le public aujourd'hui aime énormément Vivaldi, Handel, Bach évidemment. Bon, et puis il y a aussi l'école baroque française que je trouve passionnante, dont peut-être on ne parle pas suffisamment, je ne sais pas, mais Couperin, Louis Couperin, François Couperin, Rameau, je pense aussi que ce sont des compositeurs très importants, très importants. Je considère que les Leçons de ténèbres de Couperin sont une des œuvres majeures de l'histoire de la musique, réellement. Très 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 importante. Pourquoi ? Pourquoi ? Écoutez-les, vous comprendrez. Mais là aussi, on se retrouve face à une... Vous voyez, c'est peut-être pas un hasard finalement, hein, peut-être si je suis touché par cette musique-là, on se retrouve vraiment face à une musique qui vous fait dépasser votre condition d'être humain. Voilà. La musique, elle a cette beauté qu'elle peut vous faire devenir plus humain, c'est-à-dire avoir plus d'humanité, et en même temps, elle vous fait devenir plus qu'un humain.